Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la première vraie vidéo où je parle sur cette chaîne et je vais parler donc d'un sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire l'histoire. Voilà, je suis très fan, très passionné par l'histoire et quelque chose, généralement l'histoire est synonyme de guerre et guerre, qui dit guerre dit militaire, bien vu, c'était dur hein. Et donc cette vidéo portera sur, il n'y a pas de piège, j'étais dans le titre de la vidéo, les 10 meilleurs généraux de l'histoire. Alors, vous vous rendez quand même compte que en 5000 ans d'histoire, ça va être compliqué de tout résumer en 10 généraux. Et c'est pour ça que un scientifique nommé Ethan Archt a mis au point une méthode de travail qui s'appelle la méthode WAR, comme guerre, ça veut dire Wins Above Replacement. Ouais, je vais pas vous traduire, hein, en gros, c'est une méthode mathématique qui permet de calculer à partir du nombre de batailles faites, du nombre de victoires, de la période aussi, de l'armement, les hommes à disposition, pour savoir qui étaient les meilleurs généraux de l'histoire. Alors, je vous mets le lien d'un article dans la description qui explique très bien ça, avec l'exemple du siège de Nagienica en Pologne. Et si vous avez des questions, des remarques sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, hein, parce que je peux dire des bêtises, mais j'essaie d'être le plus juste possible, et on se revoit à la fin de la vidéo. Et sans plus tarder, on commence directement ce classement. Wouhou! Ouais, donc je me suis extasié tout seul là, mais pas. C'est juste un classement de généraux quoi. Voilà, allez, au visionnage. Hein. Tout le monde connaît Alexandre le Grand. Ce grand général, roi de Macédoine sous le nom d'Alexandre III, pharaon d'Égypte, fils de Zeus. Ouais, c'est ce qu'il disait. Il croyait à un point tel qu'il allait voir un oracle pour le confirmer ses dires. Nul doute que le succès lui est monté à la tête à la fin de sa courte vie. Là, je vous mets une carte à l'image, mais il y a quand même conquis tout l'espace entre la Macédoine et l'Inde en passant par l'Égypte en une dizaine d'années. Il n'a certes fait que 9 batailles, mais il a remporté les 9. Malheureusement, il meurt en pleine folie des grandeurs en moins 323 à Babylone, probablement de maladie, à l'âge de 32 ans. Un peu moins connu que le précédent, mais pourtant meilleur selon notre classement. Le général Zhukov commence sa carrière militaire en tant que sous-officier dans l'armée impériale russe pendant la Première Guerre mondiale. Il devient officier durant la guerre civile de Russie, avant de monter progressivement en grade durant l'entre-deux-guerres. Je rappelle, l'entre-deux-guerres, c'est entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Ah, si vous vous souvenez de vos cours de 3e et de terminale, vous allez le faire. En janvier 1941, Staline le nomme chef de l'état-major général. Mais face aux défaites de l'été 1941, il est envoyé sur le front de l'Est, là où la guerre est la plus dure pour l'armée rouge. Ouais, en gros, même pour les Russes, le front de l'Est, c'est chiant. Face aux nazis, Zhukov aura un rôle plus que déterminant dans la marche jusqu'à Berlin. C'est lui qui dirigeait la contre-offensive de Stalingrad, après la bataille de Stalingrad, pour repousser les Allemands loin de là aussi. Et c'est lui qui a mené l'opération Bagration, et donc en fait l'inverse de l'opération Barbarossa. Comment ça, c'est libéré l'opération Barbarossa? Vous vous foutez quoi en histoire? Alors l'opération Barbarossa, c'était Hitler qui voulait envahir l'URSS. Bah là c'est l'inverse, c'est l'URSS qui veut repousser l'Allemagne jusqu'à Berlin. Et c'est donc devant lui, Zhukov, donc pas Hitler, que les forces allemandes capitulent le 8 mai 1945. Et oui, c'est pas les États-Unis qui sont arrivés en premier, mais Zhukov. Par la suite, il sera écarté de l'armée par la paranoïa de Staline. Mais à la mort de l'année 1953, il reviendra et sera élevé au rang de maréchal et de héros de l'Union soviétique. C'est la plus haute distinction de l'URSS. Il meurt en 1974 à l'âge de 77 ans et reste un des héros de la Seconde Guerre mondiale. Frédéric II, roi de Prusse à 28 ans, mort à 74 ans. Ça claque déjà d'entrée. Le gars a quand même régné pas moins de 46 ans. Et donc dans ces 46 ans, il a mené pas moins de 14 batailles, notamment contre l'Autriche, ce qui lui a permis d'agrandir considérablement le territoire de son état. Oui, alors parce qu'à l'époque, l'Allemagne n'existait pas. Hein. Là vous voyez, 1786, 18e siècle, c'était une confédération d'états allemands. Ils étaient même indépendants au début. La Prusse était le plus grand d'entre eux, mais il y avait pas l'Allemagne, c'était une région géographique, si vous voulez, c'était pas un pays. Et donc lui, il était roi de Prusse, pas d'Allemagne.
Comme vous pouvez le voir sur la carte, il a conquis le duché de Silésie, le comté de Glatz en 1742, la principauté de Frise orientale en 1744 et la Prusse occidentale en 1772. Lorsqu'il meurt en 1786, il laisse un royaume de Prusse qui a inexorablement grandi, ouais j'ai réussi à placer inexorablement, et a marqué les esprits de tous les souverains d'Europe. Bon, en même temps, il faut un peu poser les légendes, il était comme tout le monde à l'époque, à savoir assez taquin avec l'autre sexe. Comme le prouve cette citation, les femmes sont comme les côtelettes, plus on les bat, plus elles sont tendres. Ouais, on va pas s'attarder les masses non plus là-dessus, parce que sinon je vais me faire insulter. Là, on est face à une légende des États-Unis. Grant est surtout connu pour avoir été le commandant en chef de l'armée de terre des États-Unis de 1864 à 1869. C'est lui qui a dirigé l'armée du Nord durant la guerre de sécession, face au confédéré du général Lee, et a donc été le grand vainqueur de cette guerre en 1865. Il a mené pas moins de 16 batailles, dont une série de batailles sanglantes en 1864, pour pouvoir isoler Lee à Petersburg, notamment la bataille de Spotsylvania en Virginie, qui a fait mourir 27 399 hommes des deux côtés confondus, ce qui fait de cette bataille la quatrième plus meurtrière de la guerre de sécession. Par la suite, Grant deviendra le 18e président des États-Unis en 1869 et il le restera jusqu'en 1877. Il meurt d'un cancer de la gorge en 1885 et il restera la figure emblématique de la guerre de sécession. Si vous avez lu le Meeting Bleu, vous voyez de quoi je parle. Mais bon, pour nuancer un peu, je sais pas si vous le saviez, mais on dit souvent Grant était contre l'esclavage et il dit pour l'esclavage. C'est un peu une caricature parce que Grant avait des esclaves alors que Lee les avait tous abolis. Voilà, je dis ça après, je dis rien. Alors là, ceux qui ont fait latin jusqu'au lycée, ou bien qui ont lu Astérix, peuvent me sortir la fameuse phrase de Caton l'Ancien, Delenda Carthago. Il faut détruire Carthage, ça veut dire, c'est du latin. Et Carthage, c'est Hannibal. Plus précisément, Hannibal est le général carthaginois le plus marquant, au vu du nombre de victoires qu'il remporte face à Rome durant la deuxième guerre punique. Deuxième guerre punique, ça va tout le monde. Je vais pas faire ici l'histoire intégrale des trois guerres puniques parce que c'est trop long, mais toujours est-il qu'il arrive à maintenir son armée durant 10 ans en Italie romaine. 10 ans, le gars il occupe l'Italie. La bataille de sa défaite est également la plus connue, à savoir la bataille de Zama en moins de 102. Je sais, comme ça vous dit rien du tout, mais attendez. Il surprend les Romains en faisant charger 80 éléphants en première ligne, mais l'effet de surprise passé, Hannibal se fait battre et doit se rendre en général Scipion, dit l'Africain, mettant fin ainsi à la deuxième guerre punique. Il meurt entre moins 183 et moins 181, se suicidant à l'aide d'un poison qu'il portait dans une bague. Oui, déjà ça existait. Ces tactiques seront incorporées à l'armée romaine, et il sera surnommé le père de la stratégie, tellement il a impacté son époque par son style de stratégie si particulier. Désolé si j'écorche son nom, mais bon, faut dire que c'est pas si souvent qu'on parle d'un général non européen. Khalid ibn al-Walid était un des plus grands stratèges militaires que l'on ait connu. En servant d'abord dans les forces de Mahomet, vous savez, le prophète de l'islam, enfin, vous connaissez quand même, parce que sinon vous avez un manque de culture générale très important. Puis dans les armées du califat des Rachidoun et de ses successeurs Abu Bakr et Umar ibn Khattab. Voilà, si vous connaissez pas, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, c'est pas de la culture G là, même moi je les avais pas ceux-là. Le gars est tellement fort qu'il va conquérir l'Arabie, la Perse et la Syrie romaine, et que c'est la première fois sous son emprise, enfin quand il était là à la tête des armées, que l'Arabie va s'unir sur une seule entité politique, le califat. Il ne connaît aucune défaite et sera surnommé par Mahomet le sabre dégainé de Dieu. Il a dirigé une centaine de batailles et aucune défaite, lui. Et pourtant, il est que 5ème du classement, et la suite promet d'être excitante. Au pied du podium, un chef de guerre assez peu connu en Occident, et pour cause. C'est un des meilleurs stratèges militaires du Japon féodal. C'est une ère qu'on connaît très peu en Occident parce que y a très peu de sources. Et puis c'était loin. Cette époque correspond à peu près à notre Moyen-Âge. Donc à cette époque, appelée période Sengoku, rien à voir avec Sangoku, bande d'incultes, Takeda Shingen était un grand chef samouraï réputé pour son agression au combat,
sans cependant être cruel avec ses ennemis. Comme c'est une période que je maîtrise pas trop et qui est assez dure du nom des noms différents, je vais pas donner trop de détails que je maîtrise pas. Toujours est-il que Shingen arrive à la 4ème place de ce classement, avec près de 18 batailles à son actif et aucune défaite. Le podium. On commence ce podium par un Anglais, vainqueur de Napoléon à Waterloo. Oui, je sais, ça fait mal, mais il faut le reconnaître, il avait le grade de Field Marshal dans la Royal Navy, n'importe quoi, la Royal Army, avec un accent anglais magnifique, mais il a fait tout de même pas moins de 18 batailles. Field Marshal, ça va tout le monde, c'est comme un maréchal en fait, ça veut dire maréchal en fait en anglais. Et puis vaincre Napoléon, ça fait classe sur un CV, vous trouvez pas? Il y aurait plein d'autres choses à dire sur lui, mais le reste de sa vie est moins connu et moins glorieuse que sa victoire à Waterloo. Donc je vous laisserai faire vos recherches, si le personnage vous intéresse. Et on passe à la suite. Encore une pointure de l'histoire en 2ème position, à savoir le fameux Jules César. D'ailleurs, vous savez que c'était pas son vrai nom? En vérité, il s'appelait Caius Iulius Caesar. Donc Jules était son nom de famille et César son surnom. En vrai, il s'appelait Caius Jules, surnommé César. Voilà, c'est une info qui vaut ce qu'elle vaut quoi. Bref, ai-je besoin de rappeler qui est ce grand général romain qui a conquis la Gaule en battant Vercingétorix à Alésia en -52, qui franchit le Rubicon. Alors le Rubicon, c'est pas un diamant débile, c'est un fleuve, c'est le fleuve qui est à l'entrée de Rome. Avec ses troupes en clamant Alea Iacta Est, alors que c'était interdit de rentrer à Rome en armée. Alea Iacta Est, ce qui veut dire le sort en est jeté quoi, c'est allez on y va, YOLO, Inch'Allah comme diraient les gens, personne dit comment ça, personne dit ça. Bref, il fut impérateur de Rome durant près de 5 ans, et non pas empereur, j'insiste là-dessus. César n'a jamais été empereur. Si quelqu'un vous dit ça, c'est une grosse connerie. Le premier empereur, c'est Octave Auguste en -27, donc 17 ans après la mort de César. Ses prises de risque et sa finesse dans ses tactiques de combat ont grandement marqué Rome et l'histoire ancienne. Et notamment, on peut retrouver ces tactiques dans la guerre des Gaules. Franchement, si vous l'avez pas lu, je vous conseille, c'est génial. Il meurt assassiné par son fils spirituel, Brutus, donc c'était pas son vrai fils, et par une conspiration de sénateurs qui craignait le retour de la monarchie à Rome. Manque de peau, César mort, il y a une guerre civile et l'instauration d'un empire. Ah ouais, ils avaient du pif les mecs, ça c'est sûr. Alors là, c'est le général. Et il est français, mesdames et messieurs. Il a un score war de 16,703. 16,703. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est plus que le double que de Jules César, le deuxième de ce classement. Il s'agit bien évidemment du seul, de l'unique Napoléon Bonaparte. Alors qu'on aime ou on n'aime pas le personnage, on est obligé de se sentir fier quand on est français. Et on a fait des batailles, pas moins de 43 à son actif, donc 38 victoires et seulement 5 défaites. Vous vous rendez compte du pourcentage là? 38 victoires sur 43 batailles. Il faut savoir que dans 17 de ces batailles, l'armée de Napoléon n'était pas du tout favorite au départ. Alors on peut citer par exemple la célèbre bataille de Iéna, où Napoléon arrive face aux Prussiens. Napoléon a moins de 100 000 hommes, les Prussiens en ont 300 000, et Napoléon les bat. Juste comme ça, il les bat, juste avec sa tactique. Les Prussiens étaient 3 fois plus nombreux, on peut dire que le roi de Prusse après, il s'est pas relevé. Petit rappel historique, en 1799, Napoléon met un terme à la Révolution française en devenant premier consul, sachant qu'il a commencé à se faire connaître, notamment avec la célèbre bataille du pont d'Arcole, je vous mets une image. Et donc il devient premier consul, puis consul à vie en 1802. Donc là déjà, c'est qui prend le pouvoir. Mais ça ne suffit pas. En 1804, il se proclame empereur des Français, et il se sacre lui-même à Notre-Dame de Paris devant le pape. Normalement c'est le pape qui va le sacrer, lui il lui prend la couronne des mains, et il se la met sur la tête. Là c'est ce célèbre tableau, voilà, je vous le remets, au cas où. En 10 ans de règne, il conquiert un nombre immense de territoires, sans compter les alliés et les territoires supervisés. Enfin bref, en 1814, la France ressemble à ça. Ouais, en bleu foncé le territoire français en lui-même, et en bleu clair les alliés et les supervisés. Ah oui, parce qu'il faut se rappeler qu'il place toute sa famille et ses généraux sur les trônes européens, il en profite.
son frère en Espagne, son premier général en Suède, etc. Malheureusement, il est battu une première fois et est forcé d'abdiquer. Il est exilé à l'île d'Elbe. Mais il reviendra pendant 100 jours en 1815, durant la période qui s'appellera les 100 jours. Oui, les historiens sont très originaux là-dessus. Mais cette fois, il sera battu définitivement à Waterloo, par une coalition européenne. Oui, pour le battre, il aura fallu que toute l'Europe s'allie. Il meurt dans des circonstances mystérieuses en 1821, en exil sur l'île de Sainte-Hélène, et reste le chef militaire de référence pour le monde entier, et l'une des plus grandes légendes françaises. Et voilà les amis, c'est déjà fini, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'infos sur les généraux dont j'ai cité, n'hésitez pas à aller faire vos recherches, parce que c'est bien de faire ces recherches pour savoir un peu ce qui nous manque et tout. Mais si vous voulez que je refasse une vidéo peut-être spécifique sur chaque général ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Bon, ça fait un peu classique, mais si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et on se retrouve la prochaine fois, je ne sais pas quand, parce qu'avec mes études, je sais jamais quand j'aurai le temps de faire une vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé. Et si vous avez des idées de prochains tops ou de prochains sujets que je pourrais aborder qui mêlent histoire et humour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée. Bref, je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais je vous souhaite d'être heureux. Allez, soyons heureux et bonne nuit à tous.